Belgique, médecins et spécialistes des neurosciences utilisent depuis plusieurs années la puissance du cerveau au quotidien. Ensemble. Et vous avez marché? Oui, Est-ce qu'il faisait beau à ce moment-là? Un jour de pluie et 2 jours de soleil. Vous faites une promenade. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ce que vous regardez, ce que vous entendez ou ce que vous observez? Vous avez profité de la vie de Paris et de... Pas nocturne, parce Non? qu'on était trop fatigués de marcher. Les patients qui refusent l'anesthésie générale ne reçoivent qu'une petite injection. Puis, avec l'aide de l'anesthésiste, ils sont plongés dans une transe hypnotique appelée hypnosédation. Le professeur Marie-Elisabeth Fémonville s'appuie sur la capacité d'auto-guérison de l'humain. Elle étudie depuis longtemps les processus à l'œuvre dans le cerveau pendant l'hypnose. L'état d'hypnose est un état de conscience particulier. C'est le patient qui glisse lui-même dans cet état. Une fois sous hypnose, il fait l'expérience d'un rapport différent à lui-même et à son environnement. Ses réactions aux suggestions s'en trouvent complètement modifiées. Il n'a plus la même capacité d'analyse de la situation et même sa faculté de jugement se trouve bouleversée. Les muscles se reposent et en même temps, de façon particulière que d'autres peuvent avoir en dansant, dire bien. Peut-être à certains moments, comme quand on a un moment intéressant pour toi. On va s'asseoir. Peut-être tu peux remarquer la température qui est légèrement différente d'un côté pour te sentir vraiment confortable. Le cerveau réagit-il différemment à la douleur, que ce soit sous hypnose ou à l'état d'éveil? Lors d'études successives, le professeur Fémonville plonge différents patients dans un état de transe hypnotique. Un rayon laser braqué sur le dos de la main crée divers stimuli douloureux. Le participant en évalue l'intensité à l'aide d'un clavier. Pendant ce temps, l'activité cérébrale du sujet fournit des informations précieuses. En temps normal, beaucoup de zones du cerveau sont actives. Sous hypnose, comme en attestent les mesures, elles sont nettement moins nombreuses. On a montré par des études que l'hypnose permet de diminuer la douleur. Mais on a également mené des expériences contradictoires. On pose par exemple une pièce de monnaie sur l'avant-bras d'une personne en lui disant que cette pièce est chaude. En réalité, elle ne l'est pas. Mais l'ensemble des circuits de la douleur sont immédiatement activés. Nous avons donc dans le cerveau la possibilité d'atténuer la douleur, mais aussi de l'exacerber. Ainsi, la douleur est un phénomène très complexe. Peut-être votre endroit où vous avez envie de passer un bon moment avec vous-même. Peut-être en même temps que vous regardez les couleurs comme vous regardez un ciel de nuit ou de jour. Peut-être pouvez-vous retrouver... Au cours des 15 dernières années, Marie-Elisabeth Fémonville et ses collègues ont évité une anesthésie générale à plus de 6000 patients. À la place, le patient entre dans un état de transe où il ne perçoit rien de son environnement. Aujourd'hui, il s'agit d'une ablation de la glande thyroïde. Découvrir les détails des choses qui vous amusent vraiment. Les interventions réalisées ainsi entraînent moins de complications, ce qui réduit les frais de traitement. Les inflammations post-opératoires sont aussi moins fréquentes et les patients se remettent plus rapidement. Peuvent vous donner l'occasion d'apprécier pleinement. En outre, il reste conscient. Et vous utilisez cela. Après 90 minutes d'opération, la patiente peut déjà répondre aux questions. Vous sentez qu'il fait quand même frais ici, hein? Vous trouvez pas? Non, j'ai soif. Encore toujours? J'ai soif. Soif, ouais. Si, parfois quelques petites douleurs, mais... Alors j'ai froncé les sourcils et ils m'ont remis un anesthésiant. Ça s'est bien passé. Ah, il y a encore un coussage.
L'hypnose est un état tout à fait naturel. Tout le monde peut être hypnotisé. La seule condition, c'est qu'il faut être consentant. Il est impossible d'hypnotiser quelqu'un qui s'y refuse. Au volant, par exemple, il arrive que vous soyez perdu dans vos pensées. Vous êtes alors déjà sous hypnose. Nous utilisons cette capacité du cerveau pour pratiquer des opérations. Mais comment le cerveau atteint-il cette concentration sélective? Et pourquoi désactive-t-il alors sa faculté de jugement critique? Cela demeure un mystère. Nous connaissons tous le phénomène des rêveries éveillées. Dans des cas extrêmes, le cerveau est capable de modifier notre perception du corps et même, d'une façon extraordinaire, de nous faire oublier notre moi. Ceci nous permet d'explorer des mondes inaccessibles à l'état éveillé. L'imagination modifie l'activité du cerveau et permet d'atteindre un autre niveau de conscience et de vivre une autre réalité, pour un temps limité, bien sûr. Dès lors, puisque notre perception n'est déterminée que par notre cerveau, ne serait-il pas envisageable d'aller jusqu'à quitter notre corps physique? Thomas Metzinger, neurophilosophe, remet en question la compréhension que nous avons habituellement de la réalité, c'est-à-dire du moi que nous percevons comme réel. Ce moi ne serait lui aussi qu'une forme de réalité virtuelle, comparable au monde généré par ordinateur. Les gens commencent à comprendre lentement que la conscience phénoménale, c'est-à-dire les expériences subjectives que nous faisons, s'apparente à une forme de réalité virtuelle. De nos jours, nous nous aventurons de plus en plus dans des réalités virtuelles, des mondes simulés qui sont à la portée de l'utilisateur lambda. Ce qui se dégage des recherches menées actuellement sur le cerveau, c'est que le contenu de ce que nous vivons consciemment peut être assimilé au contenu d'une simulation. Nos expériences conscientes ne seraient alors qu'une simulation réalisée dans notre cerveau. Ici, une caméra filme le sujet de l'expérience de dos. Sa propre image lui est retransmise directement sur lunettes vidéo. L'unité spatiale du corps et du moi semble se désagréger. Au bout d'un moment, le sujet perd la sensation de son propre corps au profit de l'image de celui-ci. Il faut tout de même préciser une chose. Ce que nous avons obtenu, c'est la possibilité d'envisager le moi hors des limites du corps physique. Mais ce n'est pas une expérience extracorporelle à proprement parler. En effet, seuls deux sens étaient sollicités, la vue et le toucher. D'autres composantes, telles que le sens de l'équilibre, l'interoception, l'instinct, sont demeurées, entre guillemets, dans le corps physique. Des scientifiques de l'Institut Max Planck de cybernétique ont établi qu'un comportement actif accroît la capacité de percevoir comme réel un monde virtuel. Le cerveau humain semble pouvoir s'adapter à l'infini à des mondes différents. Et les neurosciences s'intéressent beaucoup à l'effet produit par ces réalités virtuelles.
À l'Institut de neuropsychologie de Zurich, les chercheurs étudient la réaction du cerveau au monde virtuel. Les sujets sont plongés dans un univers artificiel. Au bout d'un moment, cette projection est perçue comme réelle. Ils savent pourtant que ce n'est qu'une expérience virtuelle. Lutz Jenke, neuropsychologue, étudie la façon dont notre cerveau fait la distinction entre réalité authentique et virtuelle. Ces travaux permettent d'identifier les zones du cerveau responsables de ce processus. Les résultats montrent clairement qu'une zone bien spécifique du cerveau agit comme une instance supérieure qui contrôle tout. C'est une partie du lobe frontal qu'on appelle cortex prémoteur dorsal. Il se trouve à peu près ici, au niveau de mes mains. Cette structure constitue un système de régulation. Elle hiérarchise du haut vers le bas les informations qu'elle a recueillies et qui circulent du bas vers le haut. En l'occurrence, les sensations et les sentiments ressentis automatiquement et inconsciemment. Ainsi, si vous ressentez une sensation plaisante, elle va se développer du bas vers le haut et parvenir au cerveau. Si elle n'est pas contrôlée par le haut, elle pourra s'épanouir tout à fait librement. On a montré clairement que les perceptions de présence dans un espace donné, en utilisant par exemple un simulateur de montagne russe, sont contrôlées par le cortex dorsal. L'environnement du moment est comparé avec les autres informations que nous avons stockées. Si le monde virtuel auquel nous sommes confrontés concorde avec notre expérience, notre cerveau accepte celui-ci, pour ainsi dire, comme la réalité. Que l'on se trouve dans un environnement réel ou virtuel, cela ne fait visiblement guère de différence pour le cerveau, du moins jusqu'à un certain âge. Ce cortex dorsal arrive très tard à maturité d'un point de vue anatomique. On sait depuis peu que cette structure se développe jusqu'à l'âge de 17 ans, voire jusqu'à 20 ans chez certains jeunes. Avant cela, elle n'est pas encore en mesure de remplir pleinement ses fonctions d'organe de contrôle. On le voit d'ailleurs chez les enfants. Jusqu'à 8 ou 10 ans, on ne constate pratiquement pas d'activité dans ce cortex dorsal. On peut donc dire qu'en raison de leur stade de développement et de l'anatomie de leur cerveau, les enfants sont exposés pratiquement sans protection à ces mondes virtuels. Ainsi, les enfants livrés aux manipulations provenant d'univers virtuels tels que la télévision, Internet ou les jeux vidéo subissent un danger pour leur développement psycho-affectif. Mais la réalité artificielle peut aussi être exploitée à des fins positives. Par exemple, pour traiter la phobie de l'avion. Comment s'est manifestée cette panique lors de votre premier vol ? Par des palpitations? Expliquez-moi. J'avais peur que l'avion s'écrase.